Bonjour, je m'appelle Damien Cotamoniopoulos, je suis professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de quelques leçons apprises au Canada sur l'implantation d'un rôle particulier de pratique avancée. Et ça touche la pratique des nurse practitioners ou des IPS, infirmières praticiennes spécialisées, comme on dit au Québec, dans le domaine de la première ligne. Donc c'est un champ particulier, mais c'est un champ qui est important où il y a des leçons à tirer parce que c'est un domaine dans lequel, à mon avis, il va y avoir des modifications importantes dans les prochaines années. Si je regarde au moins en Amérique du Nord, là où se produit le plus grand bouleversement en termes de la pratique, qui est produit par l'introduction de nouveaux rôles pour les infirmières, de nouvelles places dans les systèmes de soins pour les infirmières, c'est en première ligne les soins primaires, donc l'expérience ordinaire des petits problèmes de santé courants. Quand on regarde cette histoire-là en Amérique du Nord, c'est une histoire qui commence il y a quand même un bon moment, ça commence il y a presque 50 ans, un peu avant le début des années 70. Depuis plus de 40 ans, des recherches canadiennes ont documenté l'impact positif de la pratique IPS en première ligne sous différents aspects. Pratique autonome, impact financier, qualité et accessibilité des soins, satisfaction au travail pour tous les professionnels concernés. Malgré ces données, les politiciens et décideurs en santé continuent d'affirmer en 2016 au Québec que la valorisation de la médecine familiale demeure la solution à privilégier si on veut réellement améliorer de façon durable l'accès aux soins de première ligne. Fascinant comme la médecine n'en a jamais assez d'être valorisée. Il y a une province qui est arrivée avant tout le monde, ou plutôt une province qui a continué pendant toute la trajectoire depuis 40 ans, c'est l'Ontario. L'Ontario qui est la plus populeuse province du Canada et où depuis les années 70, il y a eu une présence continue d'infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, mais une présence anecdotique en termes d'effectifs et anecdotique en termes d'impact sur le système de santé. Ce qui s'est passé en Ontario, par contre, c'est qu'une conjonction de facteurs politiques a fait en sorte que il y a eu une possibilité pour l'Association des infirmières de l'Ontario de défendre politiquement de façon très efficace auprès du gouvernement un plan de déploiement autonome de la pratique nurse practitioner. Ça a donné lieu au développement de ce qu'on appelle les nurse-led clinics, qui sont des cliniques de première ligne où le professionnel central, c'est des nurse practitioners. C'est elles qui suivent les patients, c'est elles qui offrent les soins, c'est elles qui sont le pivot de ces cliniques-là. C'est fait en collaboration avec des médecins s'il y a besoin d'une référence, et avec d'autres professionnels, y compris des infirmières pour l'ensemble du soin. Ces projets-là en Ontario étaient des projets pilotes à l'origine, ces projets pilotes qui ont fonctionné. Ils ont été mis en place là où il y avait une pénurie particulière de soins. C'est souvent dans des régions plus rurales, plus excentrées, mais cette possibilité de démontrer que les IPS étaient capables de façon autonome d'offrir l'essentiel des soins nécessaires a réellement modifié l'équilibre des choses au Canada. C'est aussi quelque chose qu'on a vu aux États-Unis où l'introduction de nurse practitioner comme professionnels autonomes a lancé un mouvement dans lequel leur place s'est considérablement étendue au fil du temps et où on voit une segmentation du marché assez importante, une segmentation du marché où effectivement, pour les clientèles les plus vulnérables, dans les zones les plus rurales, où les gens avec l'assurance la moins étendue, les infirmières praticiens spécialisés sont devenus probablement les professionnels les plus centraux pour ces populations-là dans l'offre de soins primaires. Au Canada et aux États-Unis, on voit donc une tendance la création de ce nouveau rôle-là, mais ce n'est pas une tendance qui est généralisée. En dehors de l'Ontario, jusque au début des années 2000, la pratique infirmière praticienne est non existante. Mais on voit un effet d'entraînement et toutes les provinces commencent à déployer des IPS avec des modèles de pratique qui sont très différents. Les IPS, ou infirmières praticiennes spécialisées, celles qu'on entend souvent décrites sous le nom de super infirmières. Des infirmières qui ont une formation plus poussée et des droits de pratique plus étendus. Elles sont vues un peu partout sur la planète, y compris au Canada, comme des professionnels en mesure de faire de nos systèmes des systèmes plus performants, de rendre les soins plus accessibles et des soins de plus grande qualité. Dans le cadre d'un projet de recherche à la Chaire Pocosa, en collaboration avec des infirmières en formation à l'Université de Montréal, on a collecté des données sur les 10 provinces canadiennes pour essayer de voir qu'est-ce que les IPS faisaient. On a regardé deux grandes dimensions. Une dimension qui touche à la supervision et au niveau de formation, et une dimension qui touche à l'étendue de pratique. La première dimension, on regarde trois sous-dimensions. Est-ce que les IPS sont forcément supervisés par un médecin, plus ou moins formellement? Combien de temps elles passent sur les bancs à l'université? Combien de temps elles passent en stage? Deuxième grande dimension, l'étendue de pratique. On regarde quatre sous-dimensions. Est-ce que les IPS peuvent prescrire des tests? Si oui, est-ce qu'elles peuvent interpréter les résultats? Est-ce qu'elles peuvent prescrire de nombreux tests? Même chose pour les médicaments. Est-ce qu'elles peuvent prescrire quelques médicaments, beaucoup de médicaments, ou une liste presque complète?
Est-ce qu'elles peuvent référer des patients vers un médecin spécialiste? À quelles conditions? Et est-ce qu'elles peuvent inscrire elles-mêmes les patients, ou est-ce que les patients sont inscrits au nom de la clinique ou du médecin? Quand on regarde le portrait des provinces canadiennes, on voit un portrait qui est très différent. Certaines provinces ont un score d'étendue de pratique parfait. On parle de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba. Les 4 dimensions, un score parfait, et en termes de supervision et de contrôle, quelque chose qui n'est pas si étendu que ça. Beaucoup de droits de pratique, relativement peu de supervision. D'autres provinces vont avoir un score parfait sur 3 des 4 dimensions d'étendue. On parle de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. L'Ontario est une province intéressante à regarder. La première à aller de l'avant avec les IPS, celle où de loin il y a de plus d'IPS, une province où l'étendue de pratique est très grande et où, de façon intéressante, la supervision médicale est très limitée et la formation relativement courte. Des provinces qui vont avoir une étendue de pratique large, avec un contrôle significatif, Saskatchewan, Terre-Neuve, la Colombie-Britannique. Finalement, les provinces les moins intéressantes dans leur plan de déploiement, l'île du Prince-Édouard et surtout le Québec. Le Québec se distingue par le fait qu'en termes d'étendue de pratique, sur les 4 dimensions qu'on a regardées, le score est le plus faible possible, non pas dans une, deux, mais bien dans les 4 dimensions. Aucune province ne limite aussi considérablement la pratique IPS que ne le fait le Québec. Autre élément intéressant, si l'étendue de pratique est limitée, la supervision médicale et la formation sont particulièrement poussées. C'est la province où la formation est la plus longue et la supervision médicale la plus forte. Et à travers le portrait que je viens de vous présenter, ce qu'on voit, c'est qu'il ne semble y avoir qu'une très faible relation entre la force de l'encadrement et l'étendue de pratique. Une deuxième conclusion extrêmement importante, ces IPS, les super infirmières comme les médias aiment les décrire, ne vont pas toutes se valoir. Une IPS à qui on donne un droit de pratique étendu va contribuer beaucoup plus fortement à la santé de la population qu'une IPS qu'on limite dans ce qu'elle peut faire. Une IPS au Manitoba va être capable de faire beaucoup plus qu'une IPS au Québec. Quand on parle de déploiement des IPS, on doit penser non seulement nombre de personnes, mais aussi et peut-être surtout qu'est-ce qu'on leur donne le droit de faire. Si on regarde la trajectoire de l'implantation des rôles infirmiers avancés en première ligne au Canada, ce qu'on voit, c'est une histoire politique. C'est loin d'être un processus. Les gens qui ont une idée rationnelle, le déploiement des modèles de soins comme étant le produit soigneusement étudié de la littérature et de la preuve scientifique à l'intérieur d'un déploiement administratif, tout ça, c'est aussi crédible que le Père Noël ou la Fée des Dents. En pratique, c'est une lutte politique. En pratique, la façon dont les infirmières praticiennes ont pris leur place, c'est un mélange d'alignement des étoiles, donc une ouverture d'une fenêtre d'opportunité politique, de pression plus ou moins efficace de différents groupes pour accélérer ou au contraire ralentir ou empêcher le déploiement, et du hasard, de choses qui étaient profondément imprévisibles à la base. Donc, on voit un long phénomène relativement aléatoire, mais qui va dans une direction bien définie. Et il y a des forces structurelles qui expliquent cette direction-là. Ces forces sont une désaffection progressive mais constante de la médecine pour le domaine des soins primaires. Dans le cas du Canada, les médecins qui offrent des soins primaires sont nettement moins bien payés que leurs collègues spécialistes. C'est une diminution de la capacité de la médecine comme institution à répondre à l'ensemble des besoins, particulièrement dans les soins primaires. Donc, de plus en plus de besoins non comblés, ou en tout cas de perception dans la population du fait que l'accès aux soins est insuffisant. Donc, il y a une demande qui existe. En même temps qu'il y a cette demande, il existe une solution, entre guillemets, une solution politique, c'est-à-dire d'autres professionnels qui ont fait la démonstration de leur capacité à répondre à cette demande-là. Il y a une arène politique dans laquelle les soins de santé sont un facteur constamment à l'avant-scène de l'agenda politique au Canada. Et c'est donc cette conjonction de facteurs-là qui crée la possibilité d'avancer. C'est une possibilité d'avancer qui donc est toujours un mouvement jusqu'à un certain point dans l'inconnu. Où est-ce que ça s'en va? Personne ne le sait. Comment ça a évolué? Personne n'aurait pu le prédire. Pour comprendre comment se passent des changements relativement imprévisibles dans des systèmes complexes comme les systèmes de soins, une théorie que je trouve personnellement intéressante, c'est la théorie qu'on appelle la disruption. Il n'y a pas de bonne traduction française du terme. C'est l'idée que des systèmes sont stables pendant une longue période de temps et qu'à un moment donné, quelque chose, un élément de disruption, de transformation, vient créer un désordre dans le système, vient débalancer le système, et qu'à ce moment-là, il y a une réorganisation qui est possible et qui va amener le système vers une nouvelle étape. En fait, ça ressemble beaucoup à l'idée de l'évolution des sciences en paradigme distinct. Bon, quand on regarde l'évolution des systèmes de soins primaires,
Le rôle des infirmières, en particulier des infirmières de pratique avancée comme les nurse practitioners dans les systèmes de première ligne, sont potentiellement disruptifs à ce niveau-là. La nature même du rôle, la possibilité de substituer une partie du travail médical par d'autres professionnels, l'étendue de la pratique possible, tout ça fait en sorte que les infirmières praticiennes ont le potentiel de venir bouleverser la façon dont on structure la dispensation de soins primaires. La capacité pour un système de se repenser vient justement de par une situation qui est dérangée, qui est déstabilisée. Et c'est ce potentiel de déstabilisation des systèmes qui, dans le rôle des infirmières praticiennes ou des infirmières en pratique avancée en première ligne, est fondamental. On vient de sortir avec plusieurs collègues un article dans le journal Health Policy, une revue scientifique, un article qui s'appelle Nurse Practitioners, Canaries in the Mine of Primary Care Reform. Cet article propose l'idée que les IPS sont des professionnels bizarres, étranges, qui, de par leur rôle, de par leur formation, de par leur caractère hybride, à mi-chemin entre la médecine et les sciences infirmières, ont le potentiel de déranger, le terme anglais est disrupt, de déranger dans le bon sens, de provoquer une mutation d'un système de santé de soins primaires. L'idée du projet est apparue un peu par hasard. On était en train d'analyser simultanément des données de 2 projets qui, a priori, n'étaient pas reliés. Le premier sur les forces, les faiblesses, les problèmes et les solutions auxquels le système de santé québécois est confronté. Le deuxième projet était centré sur le déploiement des IPS de première ligne au Québec avec une série d'études de cas. En analysant simultanément les données des 2 projets qui, a priori, n'étaient pas liés, je me suis aperçu que finalement la liste des solutions pour améliorer la performance du système de santé québécois et la liste des meilleures pratiques qui permettent d'intégrer les IPS dans un système de santé était finalement admirablement convergente, admirablement similaire. Cette convergence dans les données des 2 projets a donné lieu à une hypothèse, une idée de départ qui était l'idée de dire: se pourrait-il que les IPS, de par leur étrange nature hybride, soient en fait en quelque sorte les canaris dans la mine de la réforme des systèmes de santé. La notion de canari dans la mine se réfère à des pratiques qui étaient du siècle passé. Dans les mines de charbon, il y avait un risque toujours présent de ce qu'on appelait un coup de grisou, l'accumulation de gaz explosifs dans la mine, et une simple étincelle, boum, tous les mineurs sont morts. Pour s'en protéger, ce que faisaient les mineurs, ils descendaient dans le fond de la mine une cage avec dedans un canari, et on pose la cage par terre, comme les gaz s'accumulent proche du sol. Tant que le canari gazouille, les mineurs sont en sécurité. Si tout d'un coup on voit que le canari est en train d'agoniser dans le fond de sa cage, ça veut dire que la situation est dangereuse et il faut évacuer la mine. Il y a la même idée dans la notion de déploiement des IPS dans un système de santé, selon moi. Un système de santé dans lequel on déploie à grande échelle des infirmières praticiennes de première ligne, qui les absorbent, qui les intègrent, qui leur fait une place et qui se repensent, c'est un système de santé dans lequel on a un canari en bonne santé. La situation est satisfaisante. À l'inverse, quand on est dans un système de santé et qu'on voit que le système n'est pas capable d'intégrer ces IPS, les cantonne dans des rôles subalternes et ne tire pas profit de leur potentiel, on est dans un système de santé dans lequel on a un canari en train d'agoniser et il faut sérieusement se poser des questions. L'article débouche sur 3 possibilités pour le futur dans le cadre du système de santé. La première possibilité, c'est celle du maintien du statu quo. Actuellement, au Québec, le modèle dominant d'offre de soins de première ligne, c'est un modèle médical avant tout, avec des équipes dans lesquelles les médecins sont la grande majorité de l'effectif. Il y a un petit peu d'autres professionnels, surtout infirmiers, mais en termes d'effectifs, c'est très secondaire. C'est un système de santé de pratique souvent solo en groupe. Vous avez des médecins, ils sont officiellement un GMF ou une clinique, ils sont une douzaine, mais de fait, ils pratiquent chacun une pratique solo avec un partage des frais de bureau. Ce modèle-là est un modèle qui est un modèle cher, qui est un modèle sous-performant, qui est un modèle qui est sous-efficient. Et c'est un modèle qui est peu adapté pour répondre aux besoins du futur, accessibilité, qualité, changement démographique, technologie, etc. Les défis sont nombreux. Donc, scénario numéro 1, on continue dans la voie dans laquelle on est. C'est une voie dans laquelle il y a peu de potentiel. Scénario numéro 2, le système évolue vers une prise en charge où les IPS en particulier, mais d'autres professionnels aussi, vont peu à peu accaparer une portion significative de l'offre des soins. Mais ça va se faire dans un modèle en silo, un modèle qu'on appelle de segmentation du marché. Certaines populations vont être principalement prises en charge par des professionnels non médecins,
les IPS au cœur de l'histoire, mais pour l'essentiel de la population, la prise en charge est encore principalement celle du modèle médical. Effectif IPS qui prend en charge principalement les besoins de soins primaires des populations les moins bien assurées, les plus pauvres, les plus rurales. C'est un scénario dans lequel le potentiel de plus-value est somme toute limité. Le troisième scénario, celui qu'on voudrait voir apparaître, c'est un scénario de réforme profonde de la façon dont on offre les soins primaires et même de ce que sont les soins primaires. C'est un scénario qui est inspiré d'une théorie dans le déploiement des innovations, qui est la notion de disruptive innovation. De temps en temps, dans un domaine, il y a une innovation qui est à ce point structurante, dérangeante, qu'elle vient complètement réorganiser la nature même des produits qu'on vend. Et les IPS sont probablement, ou en tout cas un potentiel d'être une disruptive innovation. Est-ce que c'est possible que dans le futur, les IPS soient le catalyseur qui fasse en sorte qu'on arrive dans un troisième scénario, un scénario dans lequel les équipes de première ligne évoluent vers des équipes profondément interdisciplinaires, des équipes dans lesquelles les médecins sont des professionnels centraux, mais qui sont une minorité en termes d'effectifs. Des équipes dans lesquelles on a des infirmières praticiennes, on a des cliniciennes, on a des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des psychologues, ergothérapeutes, nutritionnistes. Enfin, une équipe qui est profondément interdisciplinaire et qui travaille de façon très, très, très intégrée, dans laquelle chaque professionnel peut travailler au maximum de ce qu'il est capable de faire et avoir la contribution la plus optimale possible, étant donné sa spécialité, à la santé d'une population, et où ces professionnels prennent conjointement en compte la santé d'un groupe de patients. Ce scénario-là, c'est celui qu'on veut voir apparaître. C'est un scénario qui est d'autant plus plausible qu'un système de santé intègre un effectif important d'IPS. Le déploiement d'une pratique infirmière avancée et la reconception de ce que sont les soins primaires est un phénomène qui vient jouer sur deux grandes dimensions. La première dimension, c'est la nature même du soin. Qu'est-ce que des soins primaires? Il est probable, puis la littérature suggère et la tendance politique suggère qu'on va vers un élargissement de ce qu'on considère comme étant le panier ou la nature du soin primaire. Un élargissement qui va vers plus de non-médical, une meilleure intégration du social et du médical, une plus grande prise en compte de l'ensemble des besoins plutôt que de segmenter certains types de prise en charge, par exemple santé mentale, reproductive et sexuelle, etc. Que tout ça soit intégré à l'intérieur même du panier ordinaire que la majorité des gens vont trouver à la clinique de leur quartier. Et c'est donc quelque chose qui va venir toucher la nature du soin et par extension va venir toucher aussi la nature des systèmes. La littérature suggère que les modèles les plus performants en soins primaires sont des modèles dans lesquels de petites équipes, on parle probablement de quelque chose comme d'une dizaine à une vingtaine de professionnels de tout ordre, que ce soit des infirmières en pratique avancée, que ce soit des infirmières, que ce soit des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des nutritionnistes, etc., avec bien sûr des médecins, et travaillent collectivement dans des équipes et prennent en charge conjointement l'ensemble des besoins d'une clientèle plus ou moins définie. Ça veut dire aussi qu'il va falloir repenser les frontières de qui fait quoi, à qui, comment. La définition du rôle professionnel est probablement, va probablement être profondément transformée dans ce processus-là. Et la deuxième dimension qui va être touchée, ça va être la dimension structurelle du système. Comment les systèmes de santé vont payer ces équipes-là? Quel genre de professionnels? En Amérique du Nord, au Canada en particulier, le modèle dominant pour payer les soins de santé, c'est fee-for-service, c'est le paiement à l'acte pour les médecins. Donc, chaque fois qu'un patient voit un professionnel de santé, l'essentiel de l'argent circule par le fait que le médecin va facturer le service au régime public. C'est un modèle qui est très sous-performant pour permettre le déploiement d'équipes multiprofessionnelles. C'est probablement un système qui va devoir être repensé, reformé, et on voit actuellement ce système-là être mis à l'épreuve par les pressions. Donc, si on revient au cœur de l'idée, la pratique infirmière avancée en première ligne au Canada, ce qu'on voit, c'est qu'elle vient transformer la nature même des systèmes, elle vient transformer la nature du soin, elle vient transformer la nature la conception sociale de ce que les gens espèrent trouver en termes d'accès aux services, et ça vient transformer la structure même des systèmes dans leur mode de gestion des finances et leur mode de science. Donc,
on voit que la pratique infirmière avancée est quelque chose qui a une capacité de disruption beaucoup plus grande que simplement de repenser le rôle clinique. C'est un potentiel de transformer de façon profonde les systèmes. Et comment ça va se produire? Ou ça va pas se produire d'ailleurs. Et c'est là où il faut avoir une vision, à mon sens, une vision qui est une lecture politique. L'espoir qu'on arrive à soutenir ces mouvements vers une trajectoire dans la bonne direction. Quand je dis dans la bonne direction, c'est une trajectoire qui permette de, à terme, mieux répondre aux besoins de la population en contrôlant les coûts et en améliorant à la fois la nature et la qualité des soins qui sont offerts. Si on veut arriver à soutenir le mouvement dans cette direction-là, ça veut dire que les acteurs doivent avoir une bonne compréhension des phénomènes en cause, doivent avoir une lecture éminemment politique. Si on pense que ça se produit sur une base encore rationnelle et technique, c'est à mon avis une colossale erreur. Il faut comprendre qui sont les joueurs qui poussent en faveur. Si on prend le Canada, les associations médicales ont systématiquement soit retardé, repoussé, ou se sont dans certains cas carrément opposés à un déploiement plus large de la pratique avancée, ou alors à une segmentation du marché. On a certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, où je suis actuellement, dans lesquelles les médecins gardent les clientèles les plus favorisées et en meilleure santé, et les infirmières praticiennes, nurse practitioners, s'occupent des clientèles les plus marginales. Puis on voit une segmentation qui est probablement pas le modèle le plus désirable. Donc il faut comprendre que les acteurs ne sont pas tous en faveur de ce modèle-là, que les gouvernements peuvent manquer de vision, que la population ne peut ne pas être au courant de ce qui est possible. Et donc, pour soutenir ce déploiement-là, ça prend une vision politique, ça prend une vision dans laquelle on conçoit les intérêts et les préférences des différents acteurs, de concevoir leur levier de pouvoir. Il faut avoir une vision à long terme dans laquelle on est capable de vendre à la fois à la population et aux décideurs un système plus performant, un système meilleur, et vendre cette vision d'une façon articulée dans laquelle elle semble à la fois plausible, intéressante et avec des moyens concrets pour y parvenir.